Est-ce que tu connais la valeur de ce cahier? Tu vois. C'est tout ce que j'ai réussi à voir au fur et à mesure. Principalement avec Henri Cavalier. Et, euh, et tu vois, tout ça, c'est toutes les lettres que j'ai avec Alain Lamarre avant qu'on devienne un peu plus intime, je vais dire. Qu'on commence à se téléphoner, on s'est donné nos numéros respectifs, tu vois. Le capitaine gendarmerie Henri Cavalier. Et par exemple, Alain Lamarre, il m'a donné voilà, le plan. Par exemple, exactement, la 504 du carrefour des Ripailles, la première qui a été trouvée, tu vois. Et j'ai exactement le même plan avec là où il a donné les coups de feu à Yolande Radzeski. Donc, voilà. Le jeune Alain Lamarre, 23 ans, est passé aux aveux. Or, il s'agit d'un des gendarmes du peloton d'intervention et de surveillance de Chantilly, le peloton qui était justement chargé de retrouver l'assassin. Juillet à 9h26. Allô, bonjour, monsieur Pascal Durand, ici c'est Alain Lamarre. Alors, je vous contacterai encore une fois tout à l'heure. J'essaierai de vous contacter. Et si vous me répondez, ben, nous pourrons engager une conversation. J'ai décidé de vous donner mon numéro de téléphone et de pouvoir communiquer par téléphone tous les deux. Alors, j'aurai des horaires à imposer parce que je suis occupé partiellement dans la journée. Ce sera entre 10h et 11h, entre 14h et 15h30. Sauf exception. Voilà. Je vous rappelle, disons, à 10h. Et j'espère que vous répondrez. En tout cas, je suis sincèrement heureux de vous contacter. Et je vous dis à tout à l'heure ou à un autre jour si vous ne pouvez pas téléphoner comme vous voulez. Voilà. Au revoir, monsieur Pascal Durand. Et à bientôt. Pour rappeler. Connaissez-vous l'affaire Alain Lamarre, ce gendarme du PSIC surnommé le tueur fou de l'Oise? Je vous propose de le découvrir maintenant. Depuis plusieurs années que je m'intéresse à l'affaire Alain Lamarre, je n'ai jamais compris pourquoi au travers de nombreux récits, il y avait autant d'incohérences sur ce sujet. J'ai donc décidé d'aller chercher certaines vérités au plus près. Ce reportage est basé sur les rencontres avec l'ancien adjudant du PSIC de Chantilly, M. Henri Cavalier, ainsi que l'auteur des faits, M. Alain Lamarre. Une rencontre importante qui, sans eux, sans leurs témoignages et aveux, ce reportage n'aurait pas eu lieu. Il était beau, jeune, sportif, il était gendarme au PSIC et pourtant, il fait partie des affaires les plus médiatisées de France. Bonjour et bienvenue dans les Chroniques du Sud, la vérité au plus près des faits. Le premier épisode est consacré à l'affaire Alain Lamarre qui, entre 1978 et 1979, a commis bon nombre d'infractions. Vol de voiture, vol de carnet de chèques, escroquerie, meurtre, voiture piégée, coups et blessures par arme à feu. Je tiens également à remercier Madame Martine Bastien
de m'avoir fourni les éléments nécessaires suite au décès tragique de son frère Gérard Bastien. Lamar, c'est un garçon poli, courtois. Il n'aurait jamais dit dans le film « Et les bougnoules, là, tirez-vous de là ». Ouais. Bon, Ça, c'est pour l'argent. Ma femme, elle dit « Arrête, quand on va voir un truc comme ça, ça ne peut pas être la vérité. » Oui, mais enfin, on ne part pas un conseiller technique qui n'est pas dit « Ouais, c'est pas bien, parce que comme ça. Au final, ils vendent du faux, quoi. Oui, bien sûr. Et c'est ce qui les intéresse. Malheureusement. Nous, moi-même, je reconnais, j'ai dit plusieurs fois au colonel, écoutez, on va se crever la paillasse, mais ce type-là, on va bien finir par l'avoir, c'est un gars du coin, il n'y a pas de problème. Seulement, quand on disait ça, lui était souvent là, et quand on disait, bon, demain, on va accélérer sur tel machin, dans telle direction, naturellement, il n'était pas là, et surtout, il ne faisait rien ces jours-là. C'est ça. Lorsque j'étais gendarme à Clermont, j'ai eu l'occasion, par le biais d'un collègue, de rencontrer une famille, les Vaillants, dont les deux grandes filles s'appelaient Corinne, 19 ans, et Christine, 17 ans. Je suis tombé sous le charme de la jolie Christine, pendant que sa sœur tombait amoureuse de moi. Dès le début, l'histoire était déjà compliquée. J'avais du succès avec des jeunes femmes de Clermont, et je sortais pas mal en ville. À l'époque, j'avais une petite moto, 125 Suzuki GT. On se téléphonait de temps en temps avec Christine, qui était partie au lycée à Compiègne, jusqu'au jour, un vendredi soir de 1976, elle m'appela en riant. Voilà, plus la peine de m'appeler, j'ai trouvé un mec super, il a une voiture et je sors avec lui. Dès cet instant, j'en ai terriblement voulu à Christine, et plus généralement à toutes les filles de mon âge. J'ai pensé que j'avais perdu l'amour de ma vie et que je n'en trouverais pas d'autre. Ensuite, je me suis mis à sortir avec Corinne, la sœur de Christine. J'avais vendu ma petite moto et acheté une voiture Renault 5. Je l'amenais au cinéma, au restaurant, au zoo. Nous ne flirtons pas, car elle était très timide et toute son éducation sexuelle était à faire. Un jour que je roulais en voiture volée, la Renault 12 rouge break, j'ai croisé le chemin nocturne de Karine qui me fit penser à Christine. Tout débute de là. Écoutez, prenez les deux, vous verrez, au moins vous préférez l'original. Non, gardez-vous-le, l'original c'est pour vous. Vous savez, je vous assure que vous êtes le dernier qui m'entendra parler de cette histoire. Non, je n'ai pas lu le livre « Un assassin au-dessus de tout soupçon » et je ne tiens pas à le lire. Je rencontrais ce journaliste au cours de nos patrouilles diverses et nocturnes et l'on conversait un peu avec lui. Il a imaginé, rêvé une multitude de faits qu'il a simplement inventés. Le 31 mai 1978, à 3 heures, le psych de Chantilly découvre au carrefour des Ripailles une Peugeot 504 démunie de plaques d'immatriculation. Le pare-brise ainsi que la lunette arrière sont brisés à la suite, semble-t-il, d'impacts de balles. Un petit tour aux abords du véhicule va permettre aux enquêteurs de trouver les plaques d'immatriculation et de s'apercevoir que ce véhicule, portant le numéro 7578 QW80, a été volé le 13 mai 1978 vers 14h30 à Poix de Picardie au préjudice du gendarme Prigand. Dans la 504 break, c'est moi qui ai fait la mise en scène, donc je sais ce qu'il y avait à l'intérieur, mais en tout cas pas de mouchoir taché de sang et encore moins de mon sang. Certains gendarmes ont découvert des ficelles et ont imaginé qu'une personne avait été attachée au siège passager. Il n'en est rien. Il n'y a jamais eu de seringue retrouvée dans des véhicules.
Âgée de 19 ans, Karine est employée dans une usine de jouets à Pontpoint et vacataire le week-end à la vallée des Paux-Rouges, à Fleurine. Cette nuit-là, Karine passe la soirée au cinéma de Pont-Sainte-Maxence jusqu'à 23h55. Karine marchait sur le trottoir, au milieu. Quand je me suis approché d'elle, la R12 rouge que je conduisais, vitre ouverte, elle était à ma gauche. J'étais donc à 2 mètres d'elle environ. J'étais bon tireur et j'ai visé le bas de ses jambes au niveau des mollets. Un tir à gauche, un tir à droite et un tir directement sur le mollet gauche. Elle n'est pas tombée, la balle a traversé le muscle sans faire de dégâts. Si j'avais eu l'intention de la tuer, ça aurait été facile. À savoir que la R12 break fut volée clé au contact à Noyon le 14 juillet 1978 à 17h23. Ce véhicule appartenait à Marcel Doucet. Cette fameuse nuit du 23 au 24 juillet, la cible, Karine Gros-Piron, était-elle préméditée ? Cette attaque était du pur hasard. On s'est croisés et j'ai décidé sur un sale coup de tête de tirer sans la blesser gravement. À la suite de cette agression, Alain gare la voiture dans une rue à Creil, la rue Jules Guesde, devant le numéro 10. Un système de mise à feu était présent, mais pas opérationnel, car il avait l'intention de se resservir du véhicule. Après quelques jours stationnés sur le trottoir, vient le moment du changement de côté, semaine pair et impair. Et c'est à ce moment-là que la R12 se retrouve seule du mauvais côté. Une compagnie de police est appelée, passe la voiture au fichier et la surprise, la voiture est signalée volée. Jean-Jacques, un gardien de la paix de 28 ans, s'approche du véhicule, force la portière afin d'accéder à l'intérieur. Suite à la manipulation du plafonnier par ce même gardien de la paix, il a activé le système de mise à feu et s'ensuit une déflagration par substance inflammable déclenchée par le policier lui-même après avoir forcé la portière de la R12 break rouge. Alors, comme j'avais encore envie de me resservir de cette voiture, j'avais mis le plafonnier sur position neutre. Oui. Donc, même si la portière droite était piégée, je ne pouvais pas l'ouvrir puisque c'était fermé à clé. D'accord. Donc, ils ont forcé la voiture. Première chose. Ils l'ont forcé. Ils ont forcé, je ne sais pas comment, ils ont forcé la voiture. D'accord. Au petit matin du 8 août 1978, dans les locaux de la police judiciaire de Creil, au numéro 12 de la rue Marcel Philippe, une lettre arrive pour le commissaire Tchefina. À l'intérieur se trouve la carte grise de la R12 volée, ainsi qu'une lettre longuement écrite. Monsieur, cette lettre est écrite afin de vous fournir quelques précisions concernant la voiture Renault 12, immatriculée 1303 QG02. Vos services ont découvert cette voiture jeudi dernier et je tiens à préciser que les portières ainsi que le coffre étaient verrouillés. Je n'avais pas abandonné ce véhicule, mais simplement garé. Si l'explosion est survenue, c'est uniquement en raison de l'imprudence de Jean-Jacques. En effet, la bombe incendiaire que j'avais branchée sur le plafonnier était prête à fonctionner, mais l'interrupteur était sur la position neutre. Il a donc fallu que votre agent appuie sur cet interrupteur pour que le système électrique de mise à feu soit actionné. Ma spécialité est l'attaque à main armée, mais d'autres méfaits me plaisent également. Ainsi, j'ai déjà tué 2 fois et blessé plus ou moins grièvement, directement ou indirectement, beaucoup de personnes dont la classe sociale m'indiffère. La dernière personne est Karine Gros-Piron, qui habite à Pont-Sainte-Maxence, sur laquelle j'ai fait feu à 3 reprises dans la nuit du 23 au 24 juillet à minuit.
une nouvelle forme d'imprudence. Une fille de 17 ans qui déambule provoquamment la nuit est une cible que j'affectionne particulièrement. Karine me connaît, mais elle ne saura jamais faire le rapprochement. La fois prochaine, je viserai le cœur et non les jambes. Une dernière chose. Lors d'une quelconque interpellation, je tirerai sans aucune espèce d'hésitation. Cette lettre n'est pas une confession qui exigerait de nombreuses explications, c'est seulement un avertissement. Transmettez-le. Ainsi, la lettre est signée d'un point d'interrogation. Cette nuit-là, pendant la tournée habituelle, le psy de Chantilly découvre aux alentours de 3h15, sur le parking de la gare d'Ory-la-Ville, la Peugeot 504 coupé marron volée quelques jours auparavant à Beauvais à un notaire de Grandvilliers. Quand Carpentier a ouvert la porte, il y a eu le souffle de la flamme, un tympan percé et une partie des cheveux roussis. On l'a immédiatement conduit à l'hôpital des Jockeys où on l'a soigné et il est rentré avec nous à la BT de Chantilly. Ce vendredi 1er décembre, aux alentours de 13h30, Yolande fait du stop devant la mairie de Pont-Saint-Maxence. Alain, au volant d'une GS bleue, immatriculée en 80, s'arrête à son niveau et lui propose de monter. Quelques kilomètres plus loin, entrant dans Chantilly, la GS emprunte la route des Aigles, longeant le champ de course, quand tout à coup, Alain sort de sa poche un revolver Beretta 9 mm court et lui tire dessus à 3 reprises. Yolande a reçu 3 balles de 9 mm court Beretta et blessée au thorax, a ouvert la portière et a sauté de la voiture. En tombant sur la chaussée, elle s'est fait une fracture du crâne. Je ne l'ai pas poussée, comme cela a été dit dans divers journaux. À la suite de ces blessures graves, Yolande fut transportée à la clinique des Jockeys, hôpital de Chantilly, où malheureusement, elle décède ce même jour aux alentours de 17h. À la gendarmerie de Chantilly, et plus précisément au PSIG, l'adjudant Henri Cavalier et ses hommes sont effondrés car une jeune fille vient d'être assassinée non loin de leurs locaux. En cette fin de matinée, c'est la sortie des classes à Compiègne et plusieurs élèves rejoignent le carrefour des États-Unis pour faire du stop. L'une d'elles est André Poiré, qui souhaite rejoindre sa famille à Crépy-en-Valois. Je mange dans un restaurant du centre de Compiègne, puis je me remets au volant de la 504 verte volée clé au contact ce matin. L'alerte n'est pas encore donnée et je peux rouler tranquillement. À la sortie de la ville, au sud, il y a la forêt, grande et bien aménagée, en chemin forestier. Il est alors 14h quand je remarque une jeune femme qui fait de l'autostop au bord de la route. Je m'arrête et lui demande où elle veut se rendre. Elle me répond « Crépy-en-Valois ». Alors je lui dis que c'est sur ma route et qu'elle peut monter. On démarre et le trajet commence par la traversée de la forêt. On converse tous les deux comme des gens civilisés, mais en roulant, cette fille me fait penser à Christine Vaillant. Et là, j'exprime intérieurement des sentiments amoureux pour André. Je ne veux pas la perdre sans savoir comment la retenir autrement que par la force. Je suis armé de pistolets automatiques Beretta 9 mm court, modèle 34. Nous sortons de la forêt et découvrons la plaine avec au loin la bourgade de Crépy. Je ne veux pas perdre cette femme si belle et si gentille. Alors déclic se fait dans ma tête. Pour la garder, je dois la tuer. Je sors de ma main gauche mon arme tout en tenant le volant de la main droite. Et sans prononcer une parole, je vise son thorax et fais feu 2 fois sur elle. Elle se penche fortement à l'avant et me présente son dos. Alors je fais feu une 3e fois et la balle va se ficher dans sa colonne vertébrale. Elle se remet dans la position assise et me demande d'arrêter de tirer. Et je prends conscience de ce que je viens de faire et j'arrête de tirer. Elle me dit qu'elle sent plus ses jambes et me demande si elle va mourir. Je lui dis que non, qu'elle va vivre
et je décide de l'amener à l'hôpital. Je ralentis pour faire demi-tour, mais elle profite du ralentissement de la voiture pour ouvrir la portière et se laisser glisser au dehors. Au loin, des véhicules arrivent en face et je me dis qu'ils vont la secourir. Et je prends un chemin de terre sur la gauche vers Pierrefonds. Je ne vois déjà plus la scène du sauvetage d'André et je fonce sur des routes boueuses. André sera transporté à l'hôpital où elle restera paralysée à vie. J'ai blessé gravement une jeune femme et je m'en veux énormément. Depuis toutes ces années, j'aurais aimé avoir de ses nouvelles afin de lui demander pardon. J'aurais voulu prendre sa place en lui donnant mes jambes valides avec plaisir. Je n'ai jamais eu de nouvelles d'elle. A-t-elle eu une vie correcte? S'est-elle mariée? A-t-elle eu des enfants? Je lui demande sincèrement et honnêtement pardon. À cette époque, les barrages des policiers et gendarmes ne durent que 2 heures. C'est le temps impartial lors d'un plan de recherche et de surveillance pour tenter d'arrêter un ou plusieurs malfaiteurs. Après, les barrages sont levés. Mais dans ce cas exceptionnel, un officier de Beauvais décide de les prolonger et ça, Alain ne le sait pas. Après avoir forcé plusieurs barrages, fait une multitude de demi-tours afin d'échapper aux forces de l'ordre, Alain se dirige vers un sentier qui longe la rivière l'Oise. Et quelques mètres plus loin, sa 504 s'enlise. Il n'a pas d'autre choix que d'abandonner le véhicule et fuir à pied. Je cours à travers champs, je suis coincé à droite par la rivière, devant par l'autoroute et derrière par mes poursuivants. Je rentre le long de l'autoroute A1, dans les forêts, et je continue à courir. À l'époque, j'étais un athlète. J'essaie de traverser l'autoroute après avoir franchi une clôture grillagée, mais impossible. Le trafic est trop dense et je me ferai tuer. J'entends un hélicoptère dans les environs ainsi que des chiens qui aboient. Mes poursuivants vont-ils me cerner? Il doit être environ 16 heures quand je passe l'autoroute sous un petit tunnel. Maintenant, il faut franchir l'Oise et tous les ponts sont gardés par des gendarmes avec PM et ERS. Je continue à courir dans des friches industrielles, des bois, des sentiers. Je ne rencontre personne, pas un chat. Puis j'atterris dans des marais après lesquels il y a une route. Je me cache dans des roseaux. L'eau n'est pas profonde, environ 5 à 10 cm. La traque se poursuit, mais je ne vois pas de militaires. J'attends l'arrivée de la nuit qui tombe assez vite. Je reprends ma route et j'arrive à une route goudronnée. Et plus loin, j'atteins un café où une estafette est garée tout près. Je passe mon chemin. Je rencontre une voie ferrée et je me dis que les ponts de chemin de fer sur l'Oise ne sont pas gardés. Je suis les rails en marchant vite et bientôt, je passe sur un pont ferré qui traverse la rivière. Sans m'être rendu compte, j'arrive à Verberie à 35 km de Creil. Personne dans les rues, il est 22h30. Je dois rejoindre Creil où se trouve ma voiture. J'arrive à un carrefour où il y a un café allumé. Sur les murs, des mobylettes et des vélos. J'en avise un qui n'est pas cadenassé. Je le prends et pars en pédalant très fort. Direction Pont-Sainte-Maxence. Je file vite malgré la fatigue et la soif. Je croise une estafette de gendarmerie, mais les occupants ne s'intéressent pas à moi. Je roule, mais j'ai la gorge asséchée. Il faut que je boive. J'avise un petit café, ça fait 10 km que je roule sur le vélo. Je cache celui-ci dans une rue adjacente et je rentre dans le troquet. Il n'y a pas un chat. Je bois 2 bières coup sur coup. Je paye le patron qui me dit « Vous allez au boulot ?» Je lui dis que je rentre du boulot et que je rentre chez moi. Je reprends ma bicyclette et je roule le plus vite possible. Et arrivé à Pont-Sainte-Maxence, je vois au loin le pont routier sur l'Oise, avec plein de forces de l'ordre. Je continue mon chemin et après une bonne heure et demie, j'arrive à Creil, où j'abandonne mon véhicule salvateur et je rejoins ma voiture, une 4L verte. Je regagne mon domicile de Chantilly, où je me fais couler un bon bain chaud. Il ne faut pas oublier qu'on est en plein hiver et que j'ai quand même transpiré. Je n'ai croisé personne, je suis sauvé, sain et sauf. Et puis, je repense à ce que j'ai fait dans la journée.
J'ai blessé grièvement une jeune femme et je m'en veux énormément. Je jure que j'arrête mes conneries et à la prochaine permission chez mes parents, je vais cacher mon arme, les munitions et les 6 grenades incendiaires. Je tiendrai parole, même si je continuerai à voler des véhicules pour le plaisir. Probablement, attendez-vous que je me manifeste par un écrit quelconque. Je me suis décidé afin de vous éclairer sur mon comportement particulier. Lisez attentivement chaque mot qui, dans ce texte, possède toute sa valeur, tout son sens. Je ne cherche pas à ce que l'on me comprenne, je ne veux pas que l'on excuse mes actes. Ils sont le fruit d'un état d'esprit différent, engendré par de mûres réflexions. Ma pensée est intense et constante. Je ne suis pas un démon, je suis parfaitement conscient et je contrôle totalement chacun de mes gestes. Je n'ai jamais subi de traitement psychiatrique. Physiquement, je ressemble au commun des mortels. Je ne possède aucun trouble, mais une santé magnifique, sans être atteint d'aucune maladie. Je n'ignore pas que mes actes semblent monstrueux pour un public installé dans la léthargie de la douloureuse matérialité actuelle. L'hypocrisie, l'égoïsme, l'indifférence, la cruauté, la jalousie, l'orgueil forment un amalgame caractérisant l'homme. Je hais l'homme, j'exècre la femme. Cette haine s'est accumulée en moi au cours d'une adolescence difficile et passionnelle. J'ai découvert l'amour, unique, total, merveille de la féminité, de la jeunesse et du bonheur. Elle était mon espoir et la réponse à ces questions. Nos regards se tournaient vers l'avenir, prometteur et simple. J'étais une brebis sage dans le grand troupeau. Son nom et son prénom pourraient vous conduire jusqu'à moi, aussi je préfère les taire. 6 années de joie permanente, de tendresse réciproque, de passion. Et puis, un jour, l'horreur de la réalité, le rêve qui soudain explose, se volatilise. Elle a été tuée par un chauffard qui, cette année, a sans doute pu rire et chanter lors des fêtes de Noël, sans se soucier de la vie qu'il a volée. Il n'a pas été retrouvé et ne le sera jamais. Mais, toi, mamie, que j'aimais tant, et dans le souvenir, fait trembler mes doigts à tout jamais tu es parti. J'ai pleuré et hurlé longtemps, tel un enfant qui ne comprend pas. Puis le silence, la réflexion, le néant. J'ai vu son corps désarticulé, j'ai eu peur, et peur également de la mort qui me restait. On ne s'habitue pas à la souffrance morale si elle nous brûle les entrailles, nous vide l'esprit. Le mutisme obstiné, l'incommunicabilité totale, la solitude extrême, les rêves où elle me regarde étonnée par mes larmes, les cauchemars où sont encore ensanglantés me prendre dans ses bras. Tout cela a transformé un être sensible et calme en monstre implacable, ivre de vengeance et de sang. Désormais, je refuse toute féminité. Je veux détruire et tuer au hasard jusqu'à ce que je sois tué. La folie n'est pas en moi, elle est dans l'homme, dans la société qu'il a construite, dans le crime éternel qu'il commet. Je devrais oublier et aimer encore, mais mon amour avait atteint le summum de la fidélité. Un jour, mon sang s'échappera de mes veines et je rejoindrai celle qui m'attend. Peut-être suis-je fou, mais c'est vous qui le dites. Jusqu'à maintenant, j'étais gentil. Méfiez-vous de l'animal traqué et blessé, il peut devenir très dangereux. Je n'ai rien à perdre et je vais le prouver. Vous avez failli m'avoir, mais je m'en suis sorti, et je suis libre de la plus réelle liberté qui puisse exister. Vos policiers ne sont pas des guerriers, moi j'en suis un. J'ai combattu contre des Africains, j'en ai tué 2. Je me suis habitué au sang et à l'horreur, je vais vous en faire profiter. J'ai utilisé des engins incendiaires, mais je vais me servir désormais d'engins explosifs brisants. J'ai assez de connaissances sur le sujet et je possède tous les matériaux et matières nécessaires.
Vendredi 29 décembre, vous m'avez éprouvé physiquement, car je suis resté dans les marais tard dans la nuit, sale et trempé, transi par le froid, traqué et méfiant, et vous allez me payer cette journée-là. Je vais tuer des policiers, j'ai ce qu'il faut pour cela. Je vais aussi tuer d'autres filles en leur faisant éclater la tête, elles mourront plus sûrement. J'ai visé le cœur, mais je ne saurais plus ce qu'est qu'un cœur, où il se trouve. Aussi, la fille de Crépy-en-Valois n'est pas morte. Elle et celle de Chantilly ont réussi à ouvrir la portière et à sauter, je ne les ai pas poussées. Si j'arrive à conserver le corps d'une fille, je le découperai et j'en sèmerai les morceaux dans les villes. Sur la fille de Crépy-en-Valois, j'ai tiré 3 fois, dont une balle dans le dos. Elle demeurait consciente et continue à me parler, disant que ça lui faisait mal, et demandant si elle n'allait pas mourir. Elle m'a semblé très jeune et gentille, mais elle mourra sans doute malgré sa survie provisoire. J'ai besoin d'argent pour vivre, j'en dépense sans parcimonie, c'est pour cela que je commets des hold-up. Pour l'instant, je prends un peu de repos, je n'aime pas le froid et la neige, mais bientôt ça sera l'enfer. Cette journée du 7 avril 1979 sera marquée à jamais, car l'aboutissement de cette affaire est proche du dénouement. Avant d'intégrer le psych de Chantilly, Alain Lamarre était affecté comme gendarme à la compagnie de Clermont, où, durant de nombreuses années, se trouvait au 51 rue de Paris. Le capitaine Pinault, qui est arrivé dans la compagnie le jour où Alain est parti pour le psych de Chantilly, travaillait aussi sur l'affaire du tueur fou de l'Oise, car certains faits se sont déroulés sur sa circonscription. Après avoir longuement regardé le portrait robot effectué par les CRS qui ont aidé Alain sur l'autoroute avec la Renault 30 volée à Georges Gorce et avec l'aide d'André, le maréchal des logis chef Claude Morel, avec la confirmation de sa femme, vont donner le nom d'Alain Lamarre au capitaine Pinault. En fait, tout a commencé l'après-midi du 7 avril 1979. J'ai appris, comme mes collègues, que Henri Cavalier, notre patron, était parti à la compagnie de Clermont. Ça m'a mis la puce à l'oreille, d'autant qu'un portrait robot ressemblant avait paru quelques jours plus tôt dans le courrier Picard. C'est l'épouse du chef de l'élément de recherche qui a dit à son mari « C'est Lamarre, je suis sûr que c'est lui ». Le dessin avait été réalisé à partir du témoignage d'André et des 2 CRS qui m'avaient aidé sur l'autoroute quand j'étais tombé en panne avec la R30 de Georges Gorce. Le mari ne croyait pas sa femme, mais celle-ci a tellement insisté qu'il a décidé de faire des vérifications avec l'aide de Cavalier. Il m'a dit non, mais viens tout de suite, je ne peux pas t'en parler comme ça. Bon, moi, c'était pas ma compagnie. Vous avez dû vous demander qu'est-ce qu'il me veut. Je me suis demandé pourquoi. Après, j'ai dit, est-ce que ce serait en rapport, il a peut-être eu un tuyau ou quelque chose. Et bon, c'était effectivement avec ça. Et c'est lui qui m'a dit, qu'est-ce que tu... Comme ça, a débuté, qu'est-ce que tu penses de Lamarre? Alors, j'ai dit Lamarre, tout un jeune gendarme. Et donc, moi, je lui dis, bah voilà, comme ça. Il me dit, je me souviens, des questions qui, au début, j'ai dit, mais où il va en venir? Il fume? Je lui dis, non, il ne fume pas. Il est sportif. Il est sportif, à l'époque, c'était presque une obligation. Et il est marié? Non. Il a des relations féminines? Pas à ma connaissance. Tout un tas de machins. Et pour en finir, il me dit, parce que l'affaire a un peu évolué, c'est vrai, lorsque les CRS l'ont eu sur l'autoroute. Sur l'autoroute, là. La particularité, vous verrez, parce qu'il y a des photos de lui, il avait les oreilles décollées. Voilà. Hein. Il avait vraiment les oreilles, c'est ça. Ah, ouais. Mais bon, sur le portrait robot, on ne voit pas ses oreilles. D'ailleurs, il se trimbalait lui-même avec le portrait robot dans les enquêtes. Alors bon.
peut pas dire que c'était... Mais enfin, Madame Morel aurait dit, il ressemble au Thio, parce que cette femme était du Nord, au Thio Lamar, qui était ici jeune gendarme, tu te rappelles, dit son mari, puis bon, c'est de là que l'affaire C'est là que ça a décanté. Parce que bien sûr, les emplois du temps avaient été vérifiés au niveau de supérieur. Nous, on nous a pas demandé de vérifier, vu que à l'époque ça se passait comme ça. Maintenant, avec Internet et tout le reste, ça irait beaucoup plus vite, parce que bon, tout est regroupé en 2 temps, vous pouvez savoir qui était dehors à tel endroit. À l'époque, c'était manuel. Donc le cahier... Ce qu'elle aime beaucoup, elle a travaillé à l'ancienne. Ah, moi, oui. Vous travaillez comme Ouais, ça? elle aime beaucoup Ouais. travailler à l'ancienne. Ah ouais, c'est marrant. Ah, moi, j'aime écrire, j'aime à l'ancienne. Ouais. Donc c'est à partir de là que moi je suis rentré. J'ai téléphoné à la compagnie. C'est un adjudant-chef, l'adjoint du commandant de compagnie qui était là. Il s'appelait Petit. C'était un gars du Nord. Dans mes souvenirs de Donat, moi je suis de Valenciennes, c'est juste à côté. Alors, bien embêté, j'ai dit, adjudant-chef, est-ce que je pourrais contrôler, ça a un nom bien particulier, et tout ce qui est bulletin de service, les cahiers de service, depuis au moins 1 an. Donc j'ai repris le premier fait, et là, bon, quelquefois, il était à Chantilly, mais il était libre de ses mouvements. On travaillait par équipe de 4, puis une réserve au bureau, 24 heures sur 24. C'est-à-dire, la première équipe faisait 13 heures, 1 heure du matin, et l'autre 1 heure du matin, 13 heures. D'accord. Hein, donc on était. Après, les gens, ceux qui avaient travaillé comme ça, étaient libres. Ils étaient considérés en repos, pas dans l'obligation d'être là au premier machin, joignable, ainsi de suite. Et là, on s'est aperçu qu'il aurait pu, pendant le laps de temps, là, faire le trajet, aller là, repartir là, et revenir et être présent pour son... Vous voyez ? On lui a demandé de rapporter à Clermont mes plannings de travail avec les jours où je travaillais et les jours où j'étais en repos ou en permission. Mon plan du jour était de 14h à 2h du matin. J'étais avec l'Ocré et 2 gendarmes auxiliaires. On patrouillait comme d'habitude, mais personnellement, j'étais sur mes gardes. Cavalier est resté toute l'après-midi à Clermont et a gagné la BR 210 dans la soirée. On a fait une pause vers 19h. Les gendarmes auxiliaires prennent leur repas à la caserne, l'Ocré et moi à notre domicile. En repartant vers 20h pour la patrouille du soir, en fermant ma porte à clé, j'entends le téléphone sonner chez Ossard, le maréchal des logis-chefs qui était peureux, qui habitait sur mon palier. Curieux, je m'approchais de la porte du domicile d'Ossard et j'attendais nettement. Quoi ? Alain ? Je n'entendais que la voix du chef. Tu es sûr ? Ce n'est pas possible. Et je descendais les escaliers de l'immeuble avec la certitude que mon arrestation était proche. J'imaginais la suite des événements et j'avais caché dans mon appartement, derrière 2 portes, un fusil à pompe et une carabine Winchester. Tous 2 prêts à tirer. Sur moi, j'avais mon arme de service et mon revolver personnel dans la poche de mon 3/4 et j'allais chercher mon collègue avec ma voiture pour continuer la patrouille. À 20h30, je prends mon collègue dans ma voiture pour regagner la caserne et, arrivé là-bas, l'Ocré prépare la voiture, faire le plein, vérifier les pneus. Et moi, je m'occupe d'appeler les gendarmes auxiliaires. Je vais à l'armurerie et je prends un pistolet mitrailleur MAT 49 à 9 mm Parabellum et 3 chargeurs de 25 cartouches et j'en engage un sur l'arme. J'en mets 2 dans mes poches intérieures de mon 3/4
et nous voilà partis en patrouille. En fait, j'aurais pu me cavaler avec ma Renault 4 verte, mais j'avais un autre plan. Mon autre plan était de partir en cavale avec la 504 brique de service, plus rapide que ma R4 et difficile pour les gendarmes de tirer sur une voiture de gendarmerie. Mais c'était quand même suicidaire. On démarre notre patrouille comme d'habitude par Chantilly, Gouvieux et La Morlaix. Tout est calme. Puis on suit les directives du bulletin de service. Pont-Sainte-Maxence, Creil, Saint-Leu-Descend, Chambly et retour jusqu'à Senlis. À minuit, le commandant de compagnie Colson nous appelle à la radio. Il ne sortait jamais la nuit. Nous et toutes les unités en service, il nous baragouine que l'on va faire une opération anti-gitans et qu'il nous faudra beaucoup de monde. Sur le secteur, il devait y avoir 5 à 6 patrouilles. On n'avait pas le droit d'entrer dans un camp de gitans la nuit et qu'on devait se rejoindre à la caserne de Senlis pour mettre au point les détails de l'opération. On nous précise de nous rapprocher de la caserne et d'attendre avant d'entrer. Locret gare la 504 sous des arbres. Lui et les 2 gendarmes auxiliaires descendent et vont à pied jusqu'au carrefour proche. Eux ne soupçonnent rien me concernant. Je suis seul dans la voiture de service. Les clés sont sur le tableau de bord. Je peux m'enfuir, mais je ne fais rien d'autre que de patienter et ça cogite fort dans ma tête. Je suis enfouraillé avec un PM et 3 chargeurs, mon pistolet de service et 2 chargeurs et mon revolver personnel avec 9 cartouches dans le barillet. À 2h du matin, on nous appelle, le psych seulement, pour entrer dans la cour de la compagnie. Ce que l'on fait. Il fait assez sombre et je descends ma vitre, j'arme mon PM et je suis prêt à fusiller les 6 gradés et le commandant. Quand on arrive à leur hauteur, ils sont alignés devant le mur de la BR et je peux faire aussi un beau carton. Aucune autre voiture nous a suivis. Locret arrête la 504 et descend. Je renonce à tirer sur ces hommes non armés et je descends avec le PM et un gradé me dit « Laissez le PM dans la voiture, vous n'en aurez pas besoin ». Un gradé a invité Locret et moi dans les bureaux de la brigade en demandant aux gendarmes auxiliaires de rester dans la 504. Henri ne m'a pas adressé la parole. Dans le petit couloir du bâtiment, des gradés nous ont fouillés et ils ont fait sortir Locret. Ils ont sorti mon pistolet de service de la poche de mon pantalon et les 2 chargeurs du PM, mais ils ont oublié de retirer mon revolver personnel, un Astra Cadix en 22 Magnum. On entre dans le bureau principal de la BR et un adjudant me dit « On vous soupçonne d'être le tueur de l'Oise ». Je réponds « Mais c'est ridicule ». Cette fois, je comprends que je suis foutu. Ils prennent mes empreintes digitales et me donnent à recopier une partie de la lettre que j'avais écrite au commissaire Jacob. Dans le passage donné, j'avais utilisé l'adverbe « provoquamment » à propos de Karine Gros-Piron. Or, cet adverbe n'existait pas, chose que j'ignorais. Mais évidemment, j'avais travesti mon écriture dans les lettres écrites aux policiers, et mon écriture réelle ne correspondait pas du tout à celle des lettres. On me fait changer de place, on me pose d'abord des questions anodines, et un gendarme me suggère d'enlever mon 3/4, ce que je fais, mais je perds mon revolver, mon ultime recours. Quoique, chez moi, on me fera changer de pantalon, et dans celui que je mettrai, j'avais caché, au niveau de la fermeture métallique, une lame de scalpel enfoncée dans la doublure du tissu. Scalpel que j'avais volé à la clinique des jockeys. Le gradé découvre mon revolver dans son étui, le sort, extrait les 9 cartouches du barillet que j'avais façonné de manière qu'elles éclatent à l'impact. Il me dit « C'est interdit ça ». Ensuite, on me pose un tas de questions sur ma culpabilité, que je nie en bloc, ce qui ne sert évidemment plus à rien. On me dit que j'ai été reconnu dans le portrait robot diffusé dans le courrier Picard par l'épouse d'un gradé de l'élément de recherche de Clermont. On me propose une bière, je la refuse. Et Henri Cavalier est dans une autre pièce avec un gendarme spécialiste des empreintes digitales. Il revient dans la pièce où je me trouve, il fait des grands signes à ses collègues, ce qui signifie qu'elles correspondent. On approche de 6h du matin, heure de la perquisition.
Maintenant qu'Alain Lamarre est arrêté, que ses empreintes correspondent, il est temps de passer à la perquisition. Et là, ils vont aller de surprise en surprise, découvrant le vrai visage de leurs collègues. Quand on est allé à la perquisition, le fameux jour où on est allé voir Pinault à Clermont, le même... alors on est allé dans l'après-midi, je suis revenu, on a fait les machins, et je crois que c'est le même soir qu'on a c'était dans la nuit. Dans la nuit, là, qu'on a décidé de faire revenir les patrouilles. À Senlis. Voilà. Alors, quand moi j'étais là avec un camarade qui est décédé malheureusement il n'y a pas longtemps, là, Serge Citerne, qui lui commandait la BR. Moi je commandais le psy. Et quand on a décidé d'aller faire la perquisition, chez lui, en arrivant, on lui a mis... Citerne n'avait pas eu le temps de s'habiller, je sais pas, il avait pris un impair. Et lui, on l'avait menotté en raison des éléments, mais il n'avait rien reconnu à l'époque, en raison des éléments qu'on avait. Quand on est rentré, il m'a tendu les poignets comme ça. J'ai dit, tes clés sont où là? Donc je lui ai pris les clés de l'appartement. Et on est entré. Et là, tout de suite, il s'est retourné vers moi comme ça. Il m'a dit, vous avez de la chance, mon adjudant. J'ai de la chance, et pourquoi? J'ai dit. Et là, en me regardant, il m'a dit, si vous ne m'aviez pas mis les menottes, je vous aurais tué. Le fusil est derrière la porte, il chargeait. Bon. Oui, quoi? Cassé même. Ça coupait les jambes. Ouais. Nous étions donc à la fin de l'interrogatoire dans les locaux de la BR de Senlis. On m'a fait enlever ma veste de service et un adjudant m'a prêté son imperméable pour plus de discrétion dans la cité Lefébure. On m'a passé les menottes et on m'a embarqué en voiture jusqu'à mon immeuble. En tout, on était 7 avec moi pour pénétrer dans mon appartement. On m'a fait asseoir par terre, contre un mur et près d'un fauteuil. On m'avait lu mes droits lors de mon interpellation et maintenant, à 6 h du matin, commence la perquisition. Ils étaient déjà sûrs de ma culpabilité grâce aux empreintes digitales et ils allaient découvrir toutes les preuves à mon domicile. J'avais pris soin, un mois plus tôt, de me débarrasser de l'arme que j'avais utilisée pour les crimes en la cachant au domicile de mes parents, sous une poutre du toit, enfermée dans une boîte en plastique ronde avec les 2 chargeurs et une quarantaine de cartouches, ainsi que 6 grenades déflagrantes et incendiaires. Dès le mois de janvier, j'avais décidé de ne plus agresser de jeunes femmes, quelle que soit la situation, et je tiens parole. Mais je continue à voler des véhicules et à escroquer des commerçants avec des chèques volés. Dès le début de la perquisition, ils ont retrouvé des documents administratifs concernant des voitures volées, cartes grises, attestations d'assurance, des chéquiers, des permis de conduire et des cartes d'identité. La fouille était minutieuse. Ils regardaient partout, même derrière les posters et photos accrochés au mur. À 7h30, un groupe de 5 gendarmes vient de renforcer les enquêteurs et à 8h, 4 policiers du SRPJ de Creil arrivent à leur tour, dont le commissaire Jacob. Il y avait foule dans mon logement. Ils ont trouvé évidemment les fusils derrière les portes et un pistolet Luger P08 en 9 mm Parabellum. Cette arme, fabriquée en 1912, mais encore à l'état neuf et qui fonctionnait à merveille. Henri et un autre gradé m'ont fait déplacer dans ma cuisine et je leur avouai tous mes actes. La perquisition a duré 12 heures, c'est dire si elle fut méticuleuse. Une autre perquisition avait lieu en même temps à Senlec, au domicile de mes parents, où ils cherchaient l'arme des crimes, ne l'ayant pas découverte chez moi. Je pensais à mes pauvres parents, surtout à ma mère que j'adorais, et je pleurais discrètement en pensant à elle. Elle devait être effondrée de douleur et de chagrin. À 18h, fin de la perquisition chez moi, on me fit changer de pantalon, celui avec le scalpel, et la porte s'ouvrit vers l'inconnu. La perquisition étant terminée à mon domicile,
les enquêteurs devaient m'amener au tribunal de grande instance de Senlis pour y être entendu par le juge d'instruction, Madame Brossi-Patin. Il y avait foule dehors et beaucoup de gendarmes contenaient les gens. On me cache le visage et la tête avec le par-dessus d'un gradé et je peux monter à l'intérieur arrière d'une 504. C'est un bazar. La sortie, alors je vous laisse imaginer, hein, moi je suis... ça doit être mon képi. Il y a votre képi là, vous voyez la croix. Ouais, voilà, c'est pour ça que je le reconnais. Il y en avait de partout, hein. C'était un truc de fou. Il y en avait qui crachaient, il y en avait qui jetaient des pierres, des cailloux, ils tapaient dans les voitures à coups de pied, enfin ça a été... Il y avait une escorte de véhicules de gendarmerie et nous allons jusqu'à la caserne de Chantilly. Les journalistes étaient nombreux, mais là aussi, la foule, dont je n'ai retenu qu'un seul cri, « Ordure !» Le convoi prit la route de Senlis par un chemin détouré par Apremont. Seuls les journaleux nous suivirent. Dans la forêt, une de leurs voitures voulut nous dépasser pour prendre une photo. Un motard arrive en face, le choc était inévitable. Le motocycliste y perdit la vie à cause de ces connards qui se croient tout permis. On n'en parle quasiment pas, tel un secret caché. Mais depuis plus de 40 ans, une famille se bat pour avoir des réponses, pour savoir la vérité. Ce maudit jour du 8 avril 1979, la famille Bastien sera anéantie à jamais. Leur fils, petit-fils, frère, succombent malheureusement dans un accident aussi tragique que brutal, laissant cette famille dans le vide depuis tout ce temps. Gérard Bastien, 16 ans et demi, décède des suites d'un accident dans la forêt d'Apremont, à la suite d'une course-poursuite entre gendarmes et journalistes lors du transfert inorganisé du gendarme Alain Lamarre. Un accident tellement prévisible que Denis Bastien, père du jeune Gérard, a retrouvé son fils mort dans une cabane à outils, déposé là comme un vulgaire animal qu'on retire de la chaussée. Décédé depuis quelques années, c'est maintenant sa sœur, Martine, qui se bat pour l'honneur de son frère et de sa famille. Depuis toutes ces années, il est difficile de trouver une ou plusieurs langues à délier. Il y a forcément quelqu'un qui sait, un témoin qui n'a jamais parlé, et j'espère qu'une personne va se manifester. Même anonyme, n'hésitez pas à me contacter, cette famille brisée en a vraiment besoin. Ça arrive à faire bouger certaines choses. Oui. Si vous le voulez, l'année prochaine, moi je peux réaliser un reportage Que pour votre frère. Que pour votre frère. Ah, mais écoutez, c'est sûr que... On reviendra vous voir. Oui. Oui. À l'époque, cette fameuse cabane à outils se trouvait contre le mur de l'église. Quelques jours après l'accident, cette cabane a été enlevée. Enfin, on arrive dans la caserne de la compagnie et on me remit dans les locaux de la BR, dans une grande pièce avec 2 gendarmes, en attendant le juge d'instruction. À 19h, on me fit assister à la perquisition de ma R4 dans un garage à l'abri des objectifs. Sous le tapis du sol du coffre, il y avait 2 fausses plaques d'immatriculation, prêtes à remplacer les bonnes. Enfin, à 20h, le juge d'instruction arrivait avec la greffière. De nombreux enquêteurs étaient présents et l'interrogatoire commença. En fait, je rencontrais 11 mois de méfaits, sans en oublier et sans question du juge. Cela me prit une bonne heure, sans être interrompu. Puis, le juge me pose les questions en recommençant mon récit et la greffière commença à taper à la machine, en commençant depuis le début, avec tous les faits et les dates. J'étais gêné d'évoquer le décès de Yolande, une malheureuse innocente qui avait payé de sa vie ma haine pour les femmes, pour Christina. Quant à André, j'aurais voulu prendre sa place en lui donnant mes jambes valides avec plaisir.
Je n'ai jamais eu de nouvelles d'elle. Vit-elle encore? S'est-elle mariée? A-t-elle eu des enfants? A-t-elle eu des joies dans sa vie et des peines? Bref, je racontais tout ça au juge et cela finit à 23h30. Puis, elle me demanda les raisons de mes actes et je lui répondis que je lui répondrais lors d'une nouvelle entrevue, plus tard. J'avais fini et au fond de moi, je savais que je n'en parlerais plus jamais. J'avais fini de terroriser les jeunes femmes de l'Oise. Tu parles. On me donna un pull qu'on avait pris chez moi. On sort de la BR par une porte dérobée et je montais dans un bus de gendarmes mobiles et l'on partit jusqu'à la maison d'arrêt d'Anier où l'on me remet au gardien. Henri, dans un dernier geste, me serre la main. Adieu l'ami. Comme je l'ai dit en début de reportage, concernant les nombreux reportages télévisés, livres et récits qui ont vu le jour, concernant l'affaire Alain Lamarre, beaucoup d'incohérences, d'inventions et de fabulations en sont sorties. J'ai fait dans un premier temps, avec l'aide d'Alain Lamarre, un tri de certaines choses qu'il faut remettre à leur place. Les voici. Comme indiqué à plusieurs reprises, je ne suis jamais allé devant chez les gros pirons, ni pour espionner, ni pour surveiller. Les seules carrières que je connais est la carrière de Saint-Maximin, mais je n'y suis jamais y allé seul. Seulement avec le psych pour tirer à balles réelles, car Henri nous avait installé un stand de tir. Il n'y a jamais eu de seringue ni de mouchoir avec du sang dans les véhicules. J'ai toujours pensé que c'était les policiers qui les avaient mis exprès. Je ne suis jamais allé à l'hôpital voir une ou plusieurs victimes. Jamais. Je n'ai jamais téléphoné à qui que ce soit pendant les faits, petite annonce coquine, ou tabassé qui que ce soit. Aucune femme est venue chez moi faire le ménage ou la vaisselle. Je n'ai jamais montré aux femmes que je prenais en stop l'arme que je possédais et personne ne l'a touchée. Je n'ai jamais pris le relais ni fantasmé sur Marcel Barbeau. Lors de mon court passage en détention, j'ai rencontré Marcel Barbeau et on se disait bonjour quand on se croisait aux douches. Je n'ai jamais effectué de mise en place au cimetière de Laigneville pendant la reconstitution de Marcel Barbeau, car ce n'était pas ma circonscription. Je ne suis jamais allé au cimetière de Laigneville. Je n'ai jamais touché un centime de la gendarmerie après mon arrestation. Je n'ai jamais été brancardier ou autre métier dans les hôpitaux qui m'accueillaient. Avec Locré, on se parlait normalement. Concernant l'accident du jeune Gérard Bastien, les uniques responsables sont les journalistes. J'étais bien au psy, le GIGN ne m'intéressait pas. Je me suis jamais flagellé, je n'ai jamais dit d'insultes racistes. Tu m'entends bien? Je t'entends très bien. Très bien. Alors, je dirais que dans l'ensemble, ça correspond aux faits. Ils se sont basés quand même sur des faits tangibles, réels. Oui. Mais tout au long de l'émission, il y a des gens qui en rajoutent, qui mentent. Ben oui. Moi, c'est ça que je veux savoir. Oui, hein. Parce que les faits en eux-mêmes, ils sont justes. Ça commence au carrefour des Ripailles. Après, tu as l'agression de Karine, la banque de la poste de Saint-Arpon. Tu vois? Oui. Les faits, ils y sont. Mais moi, en fait, c'est tous les gens, tous les détails, en fait. Oui, bien sûr. Tu vois? Par exemple, Stefanovic qui dit des conneries. Alors, Stefanovic, il dit que toutes les livres, il me voyait, il parlait avec moi. Oui. J'ai parlé une seule fois avec lui, une seule fois. Tu vois quand même qu'il dit des conneries. On a échangé 20 mots. Après, il y avait l'avocat. L'avocat de je sais plus qui, il a dit que tu avais interrogé sa cliente. Donc, ça t'a blessé. Totalement faux, totalement faux. Cavalier, tu as vu un moment Cavalier quand il dit par rapport à comment ça s'appelle, quand tu es sorti de la voiture à Salis.
que t'as plié l'arme sur le siège. Voilà, tout ça. L'arme, j'avais utilisé tout à l'heure, il y avait 3 chargeurs. Oui. Pas 8, 3. Et au moment de descendre, je dis, je fais un carton ou je fais pas un carton? Ouais. J'aurais pu tous les tuer, hein. Ah ben oui, là t'aurais fait un sacré carnage, hein. Ah oui. Ceux qui étaient avec moi derrière, pareil. Oui. C'était fini pour moi, c'était fini. Ah oui. Alors autant arrêter là, et puis c'est tout, parce que sinon ça aurait été un massacre. Ah bah après, peut-être qu'après, ben, tu te serais enfui et tu n'aurais pas rattrapé si tu les avais tous tués. Non, parce que il y avait une porte de la BL, la brigade de recherche, qui donnait sur l'extérieur. Oui. J'aurais pris cette porte-là, puis ils m'ont fui avec l'armée et tout. Ben oui. Et est-ce que tu as vu après tout le monde à la fin qui t'ont fait passer pour un fou? Comment? Tous les avocats, le psychiatre et tout qui t'ont fait passer pour un fou à la fin. Oui, alors là, c'est pareil, 4 expertises, sans honte. Oui. Et l'expertise qui me rend responsable est annulée sur un vice de forme, C'est ça. provoqué par le procureur de la République lui-même. Oui, c'est lui qui l'a provoqué. Il a provoqué, tu sais comment? Comment? Alors, il nomme deux experts psychiatres, Oui. et il leur remet un bilan total de toute l'affaire, Ouais. le condensé de toute l'affaire. Il leur remet pour qu'ils soient au courant, quoi, donc qu'ils essaient de Oui. tout ce qui s'est passé avant de m'interroger. Mhm. Et puis, quand il aurait pu faire tout de suite le vice de forme, se rendre compte tout de suite. Oui. Non, il se rend compte du vice de forme quand l'expertise est revenue et déclare que je suis responsable. Oui. Hein? Donc, c'est pas logique. Pourquoi à ce moment-là, ah, excusez-moi, j'ai commis un vice de forme? Parce que peut-être que au début, ils pensaient qu'ils allaient te mettre irresponsable. Bien sûr, mais bien C'est pour sûr. ça. Bien sûr. Eux, c'est ce qu'ils voulaient de toute façon. Ben, évidemment. Eh oui, eux, c'est ce qu'ils voulaient. Hein. Bien sûr. Et quand je t'ai envoyé des photos de Lefébure, tu me disais que c'était sale par rapport à avant. Ah oui, écoute, attends. Moi, quand je suis arrivé à Lefébure, le bâtiment était neuf. Il était même pas encore fini. Ouais. Chez moi, ils étaient encore en train de faire la peinture. D'accord. On est arrivé une semaine après. Là, c'était pour visiter, puis pour faire l'état des lieux. Oui. Et moi, je me suis installé là, et puis j'avais suffisamment de mobilier pour remplir le salon, la cuisine, une chambre, et puis j'avais encore 2 pièces vides, plus les toilettes et la salle de bain, quoi. Ouais, oui, bien sûr. Mais j'avais laissé une chambre libre, j'avais mis un matelas par terre. Ouais. Là, quand je rentrais le midi à 14 heures de patrouille, j'étais fatigué, j'allais dormir 3 heures, quoi. Ouais. À peu près. Alors, j'enlevais mon képi, j'enlevais mon uniforme, je me mettais en caleçon et t-shirt. Ouais. Je m'affalais sur le matelas, et puis je dormais pendant 3 heures. Avant de reprendre le service, hein. Non, j'avais mon après-midi libre jusqu'à 2 heures du matin. Ah oui, c'est vrai que tu reprenais dans la nuit. Oui, je reprenais dans la nuit. Ouais. Donc, celui qui a dit que j'avais mis une tente, comment j'aurais fixé la tente? Je sais pas, ils disaient avec du fil électrique ou quoi, je sais plus. Mais il faut des sardines pour planter une tente. Tu connais une tente? T'as déjà eu une tente? Oui, je connais les tentes, oui, bien sûr. Il faut des sardines, tu sais, des pieux. Je crois qu'ils disaient que c'était juste que la toile, en fait. Ah ouais? Ouais. Mais comment ça, la toile? C'était, en fait, si je me souviens bien, ils disaient que c'était un câble
qui partait d'un coin à l'autre et il y avait la toile dessus et ça faisait comme un triangle en fait. Ah ouais? Non, non, il n'y a jamais eu de toile de tente plantée là, hein. Ça, Jamais de c'est la vie, hein. les journalistes. Hein. Jamais de la vie, hein. Je sais, c'est les journalistes qui racontent toutes les conneries. Bah ouais. Eh oui. Moi, je te dis, il y avait juste un matelas, puis des vêtements, et j'avais 2 meubles de rangement pour mettre des chaussures, pour mettre des produits d'entretien qui me servaient par la suite, etc., tu vois. Ah oui, bien sûr. Et puis, ça me servait de fourre-tout. Et puis, de dortoir, parce que je voulais pas défaire mon lit dans ma chambre, dans ma vraie chambre. Ouais, ouais. Je voulais pas défaire mon lit pour juste dormir 3 heures, tu vois. Ouais. Et puis au bout de 3 heures, ben, je me réveillais et je me mettais en civil, puis j'allais rejoindre ma voiture, j'allais rejoindre avec ma voiture Creil, où je planquais les voitures volées, Oui, oui. et je manquais les voitures volées, puis je me promenais. D'accord. Et Et tu te promènes, ouais. Et puis je faisais des chèques sur provision, des chèques volés, pardon. Oui, oui. Des chèques volés. Et puis tout le reste, quoi. Sur 11 mois, il y a eu pas mal d'affaires, quoi. Ah oui, bah, je sais, tu me les as raconté, hein. Bien sûr. Oui. Ah oui. Et oui, parce que toi, tout ce que t'as fait, Alain, t'as tout fait tout seul. Ah, toujours, oui. Eh oui. Bah au moins, t'étais pas embêté, hein. J'avais pas de complice, hein. Ah oui, parce que tout le monde a cru que t'avais des complices au moment. Non, j'ai toujours été seul, hein. Solitaire, on ne lui connaît aucune amie, à part la jeune femme qui fait son ménage, la cuisine parfois, et qui écoute de la musique assise avec lui sur son canapé. Alain Hamon qui parle, là. Oui. Je suis amoureux de la jeune fille qui fait mon ménage et ma cuisine de temps en temps. Mais il n'y a jamais aucune jeune fille qui a fait le ménage chez moi. Jamais. Encore moins la cuisine. Ça, je le sais, parce que je t'ai déjà posé la question à plusieurs reprises. Alors franchement, pourquoi j'aurais accueilli une jeune fille qui faisait mon ménage? C'était un peu le bordel chez moi. Mais bon, je passais pas le balai tous les jours, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Ouais. Mon lit, je me levais, je faisais pas mon lit. Mon linge, je le rapportais à mes parents, à ma mère, qui me faisait mon linge quand j'allais dans le Pas-de-Calais. Et puis elle me repassait, elle me préparait, tu vois. Mais jamais aucune femme n'a fait mon ménage, ni mon linge, ni le repassage, ni rien, quoi que ce soit. Il n'y a aucune fille qui entrait chez moi, à part de temps en temps une copine comme ça. Ouais, pour ouais. passer la nuit, quoi. Hein? Est-ce que tu te souviens qu'à plusieurs reprises, je t'ai demandé, je t'ai posé la question? Et parce que ça, en fait, ça fait partie du livre de Stefanovic et du film, parce que le film il a été repris à partir du livre. Donc en fait, tout ce qu'il y a... Tu l'as vu le film la prochaine fois je viserai le cœur, tu l'as vu? Oui, j'ai vu, ouais. Eh ben, en fait, tout ce qu'il y a dans le film, il a été repris à partir du livre de Stefanovic. Ouais, d'accord. Hein. Donc, moi je dis... Il y a... Comment? C'est un abruti, Stefanovic. Ben, comme l'histoire des CRS. Ah bah oui, hein, s'il y en a qui me disaient je vais vous fouiller, par exemple, pour voir si vous n'êtes pas armé, etc., bah là, il y avait la balle dans la tête, hein. Ah bah oui, hein, c'est clair, hein, j'étais au maximum de ma folie, hein. La veille au soir, avant de partir à mon travail, je savais ce qui se passait, je savais que c'était la fin. J'ai dit bon, je sais pas si je vais partir en patrouille ou rester chez moi. Et en tout cas, avant de partir en patrouille, j'ai mis un riot gun en calibre 12 avec 6 cartouches dans le tube, une cartouche dans le canon, derrière la porte de la cuisine. D'accord.
Et derrière la porte de ma chambre, j'ai mis une Winchester 30-30 avec aussi dans le tube de garde 5 cartouches. Oui. Et je les ai armés, mis une balle dans le canon, une cartouche dans le canon. Ouais. Et j'ai poussé les portes pour que, au cas où je revienne en catastrophe, je sois prêt à faire feu. Tu sois prêt à faire feu, oui, oui. Parce que toi, t'avais déjà imaginé le plan que tu allais te faire arrêter. Ouais, tout à fait, parce que l'après-midi, il y a un cavalier qui a été convoqué à Clermont. Oui. Parce que quelqu'un m'avait reconnu, une femme de Clermont m'a reconnu sur le portrait robot du Courrier Picard. D'accord. Ah, c'est la femme de l'ancien chef, je crois. La femme du chef de la BR de Clermont. Ah, Morel, c'est ça. Morel, c'est ça. Morel. Morel. Alors, sachant que le cavalier était parti à Clermont, Oui. j'étais sur mes gardes. Ah oui, là déjà tu sentais le vent tourner. Au moment où je partais en patrouille le soir, je ferme ma porte à clé et j'entends le téléphone de Ossard, le chef trouillard, qui sonne. Je m'approche, il habitait sur le même palier que moi. Hein? Oui, oui. Et je m'approche, et puis je l'entends parler. Ouais. J'étais près de sa porte. J'étais culotté, mais bon, j'en avais plus pour longtemps, alors je m'en foutais. Ah et oui. j'entends Ossard dire: Quoi? Alain? Tu es sûr? C'est pas possible. Non, Alain! J'entendais que la voix Ossard, j'entendais pas la voix de cavalier. Hein. Ah ouais, c'était Cavalier qui était à l'autre bout. Exactement. Tu es sûr? Alain? C'est pas possible. Et à ce moment-là, j'ai tout compris. Et comment tu te sentais à ce moment-là? Ah bah, j'étais résigné, mais en même temps prêt à déclencher une guerre nucléaire. Ah, d'accord. Je suis descendu, j'ai pris ma voiture, j'ai pris mon collègue, on est parti au boulot. C'était... Comment il s'appelait déjà? Offray? Coffret? Locré. L'Ocré, voilà. Locré. Je travaillais avec l'Ocré. Et puis 2GA. Ah ouais. On a pris le 504 et on a fait notre patrouille. D'accord. Jusqu'à ce qu'il nous appelle à la radio. C'était le chef d'escadron Colson, un imbécile qui téléphonait, qui appelait à la radio toutes les voitures sur le terrain. À 2h moins le quart, il dit sur les ondes: bon, toutes les patrouilles qui sont dehors viennent à la compagnie de Senlis. On va préparer une opération anti-manouche. À 2h du matin, on va préparer une opération anti-manouche. Avec des gens qui sortent de patrouille. Pas avec des gens qui vont commencer une patrouille. Ouais. S'il avait voulu faire une opération anti-manouche, il l'aurait faite avec des gens qui allaient commencer leur patrouille. On partait, on rentrait chez nous à 2h du matin. Eh oui, ah d'accord. C'était en fin de tournée, quoi. Nous, on était en fin de tournée. D'accord. Et ils nous appellent, nous, en fin de tournée. Au lieu de demander à ceux qui allaient arriver en début de tournée de faire la mission. Oui, oui, bien sûr. Tu comprends? Bien sûr. Et il n'était pas idiot de faire ça. Ben toi, t'as de suite compris, hein. Bah oui, bien sûr. Eh oui. Enfin bref. Et tu t'es senti mal à ce moment-là? Non, pas du tout. Non? J'étais résigné, mais j'étais clair comme la roche. Ouais. Et jusqu'au bout, j'étais prêt à les flinguer, parce que on est rentré les premiers dans la cour de la compagnie de Senlis. Oui. On est arrivé tout en haut,
Et devant le mur du bureau de la BR et du commandant de compagnie, Colson, Oui. on est arrivé là, et là, moi, j'avais un PM dans les mains, Ah, le pistolet mitrailleur. avec 32 cartouches dans le chargeur. Ah ben ça va, t'es armé. Et 2 chargeurs dans mes poches. Ah, t'avais ce qu'il fallait. Hein. Alors, plus mon revolver personnel, Astra Cadix, Oui. plus mon pistolet de patrouille dans la poche de mon parka. Et je dis, je baisse la vitre. Ils étaient alignés comme des saucissons. Ils étaient 7. Donc cavaliers, les responsables de la BR et le commandant Colson. Ils étaient alignés contre le mur de retrait. D'accord. Je dis, je mets mon carreau et je les fusille. Et vous pouvez le faire. Il n'y en aurait pas loupé un. Il n'y en aurait pas loupé un. 32 cartouches pour 7 bonhommes. Ah là, t'aurais fait carnage. Hein. On va faire un carnage. Ah oui. Et puis au dernier moment, j'ai dit non, j'arrête mes conneries, puis c'est tout. Ouais. Et je suis descendu avec le PM à la main. Et il y a un adjudant de la PR qui dit laissez le PM dans le véhicule, vous n'en aurez pas besoin. D'accord. Alors je suis descendu avec le CRE. Et tu Ils ont savais. dit les gars, restez dans les véhicules. C'est seulement les gendarmes qui sortent. Oui. Je t'avais déjà raconté ça, non? Oui, tu me l'avais écrit sur une lettre. Ouais, bah voilà, c'est tout. Le 8 avril 1979, une course-poursuite eut lieu entre gendarmes et journalistes suite à l'arrestation d'Alain Lamarre. Un transfert inorganisé qui coûta la vie à Gérard Bastien, 16 ans et demi. Passager de la moto, c'est sur cette route qu'il perdit la vie dans un terrible accident. Accroché à l'arbre, en bord de route, nous pouvons apercevoir un bouquet de fleurs que Martine, sa sœur, a posé pour la mémoire de son frère. Malgré les années passées, certaines questions importantes restent dans le vide. Nous sommes sûrs que plusieurs langues peuvent se délier. Et cette famille en a vraiment besoin. Même anonyme, contactez-moi. Un accident tellement prévisible que Denis Bastien, père de Gérard, a retrouvé son fils mort dans une cabane à outils, retiré de la chaussée comme un vulgaire animal. C'est pour ça que je vous dis, nous, notre vie, elle est foutue. Hein. Enfin, heureusement que j'ai mes enfants, parce que je vous jure. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que, ouais, il y a que ça. Hein. Dans la séquence suivante, vous allez entendre le témoignage bouleversant de Martine, la sœur du jeune Gérard Bastien, décédée suite à l'arrestation du gendarme Lamarre. Mort dans une cabane à outils. Alors, mon frère, quand il est décédé sur place, à Apremont, ils l'ont soi-disant mis à la morgue. La morgue, c'était un cabanon à outils. À Apremont ? Oui. Ils l'ont détruit, le cabanon. Ouais. Vous vous rendez compte ? Donc nous, quand mon frère a eu cet accident-là, à 16h30, enfin 16h30, ils sont venus nous prévenir à 18h30. 2 heures après. 2 gendarmes qui se sont pointés chez nous. J'avais mon arrière-grand-mère qui était là. Ils ont tout bonnement annoncé la couleur. Bon bah monsieur Bastien, vous allez à Apremont, hein, parce que votre fils il est là-bas. Ils ne l'ont pas accompagné. Ils ont laissé prendre votre papa Tout seul. jusqu'à là-bas. Mon père a fait 3 fois le tour du village.
Il voyait un petit grand-père sur le trottoir. Il s'arrête. « Ah, monsieur Bastien, je suis le maire, je vous attendais. Venez, votre fils est là. » Sur une civière dans le cabanon à outils. Vous vous rendez compte? Et vous lirez le livre, vous verrez. Mais c'est des multiples chocs. Ah ouais. Et mon père a dû appeler une ambulance privée pour faire revenir le corps de mon frère chez moi. Dans ma chambre, parce qu'on partageait notre chambre. Vous vous rendez compte? Et la police, ils vous ont laissé le faire, ça? Vous avez eu le droit? Bah oui, parce que mon père a fait dans le bon et due forme. Hein, c'est même pas eux qui s'en sont occupés, non. Rien. Il a fallu que votre père... Mon père tout seul. Normalement, il y a avec le maire, bien sûr, avec le maire du village. Pour l'enquête. Il y a réquisition, normalement. Mais un médecin a dû passer avant pour constater le décès. Et lui, il a disparu, monsieur Boulet. Et personne n'a rien fait. Ils ont emmené le copain de mon frère à l'hôpital, parce qu'il était blessé léger. Ils n'ont pas emmené mon frère. Parce que soi-disant que c'est la loi, quand vous mourrez sur, c'est la loi sur un lieu de... Sur la voie publique, et ça, il l'amène directement, c'est la loi. C'est la loi. Ah oui. Et ça alors part, en 79, je ne sais pas quelle loi que c'était, mais vous voyez. Je crois que celle-là, elle n'a pas changé en fait. Dans quel état il a dû le retrouver? Mais même, tu te rends compte avoir mais oui, mais il y a plein de... au domicile, alors mon père, comme ça, il y a des soins, il y a des choses à faire. Mais là, il y a des fautes, il y a de multiples fautes. Voilà. C'est bourré de fautes. Mais je peux vous dire, alors non seulement ça, nous, Faubourg-Saint-Martin, là, on a une petite maison, la civière ne passait pas. Qu'est-ce qu'il a fait mon père? Il a porté mon frère jusqu'à dans son lit. Oui, mon papa, il est pouf. Ouais. Il n'y avait pas de soins ni rien avant. Et il y a eu des soins le lendemain. Ils sont venus faire les soins à domicile, la mise en bière à domicile. Ça, on le pratique encore, mais il y a quand même tout un protocole avant. Décès sur la voie publique, normalement, c'est à la ville de... C'est à la ville à le prendre en charge, c'est sûr. Vous vous rendez compte? C'est à la ville à le prendre en charge. Mais oui. On avait mieux à s'occuper. Hein. Depuis plus de 40 ans, cette famille cherche des réponses à leurs questions. Quiconque qui souhaite se manifester pour témoigner, même anonyme, n'hésitez pas, contactez-moi. Henri, en 2020, pour cause de la pandémie de la Covid, notre rencontre a été retardée. L'année 2022 et 2023, j'ai eu l'honneur de faire votre connaissance, de rentrer chez vous, de me raconter la fameuse affaire d'Alain Lamarre. J'ai également eu la chance de partager plusieurs apéros et repas autour de votre table, mais ma plus grande fierté, c'est de vous avoir rencontré, de vous avoir serré dans mes bras. Jamais je ne vous oublierai. Et oui, j'ai été le dernier à qui vous avez raconté cette histoire. Une rencontre à jamais gravée, l'homme au grand cœur qui nous a ouvert les portes de son cœur. Je n'oublierai jamais les moments que vous avez partagés et cette phrase que vous nous avez toujours dit,
vous avez de bonnes bouilles résonnera à jamais dans mon âme. Merci à vous, Henri, d'avoir été qui vous êtes. Je vous envoie des bisous volants, qu'ils vous parviennent n'importe où vous êtes. Avec, Alors, on va être honnête avec vous parce qu'on est aussi comme ça, hein, nous. Ouais. J'espère. Comment J'espère. Oui, non, on est plus qu'honnête. Enfin, je vais vous dire, vous avez des bouilles sympathiques tous les deux. Ça, c'est déjà ça. C'est vrai, hein. C'est Quand vous gentil. avez quelqu'un qui vient, qui Non. il respire, vous savez, il n'y a que lui qui compte. Il y a qui- Non. qui- Ben parce que eux, peut-être, Nous- ils viennent pour quelque chose et tout le reste, ils s'en foutent. Moi, je pourrais Ouais, passer je des heures à vous entendre parler, Ah à vous oui, entendre me ouais, raconter. On pourrait passer 3 jours avec vous. Pour vous c'est, dire, voilà. vous vous souvenez des lettres que je vous envoyais? Oui. Aujourd'hui, mardi 8 avril 2025, jour de sortie du reportage, cela fait 46 ans, ce jour même, que Gérard Bastien, 16 ans et demi, décède dans un tragique accident, suite au transfert inorganisé d'Alain Lamarre. Grâce à sa sœur Martine, qui se bat pour que la vérité soit mise au grand jour, ainsi que la justice reconnaisse ce drame, un reportage uniquement basé sur Gérard Bastien va avoir lieu. L'affaire Gérard Bastien.